C'était autre chose que la prise du Capitole. Les Ah oui, gardes, alors là, le le seul qui est mort, c'était justement un des assaillants. une On assaillante. voit ces hurlements d'orfraie, ces cris d'orfraie de toute la gauche démocrate américaine. Trump a osé gracier ces gens-là quand on sait le rôle très trouble qu'a joué Nancy Pelosi là derrière, qui n'a pas voulu les 10 000 soldats que lui proposait Donald Trump. Elle les a refusés à plusieurs reprises après plusieurs téléphones. En fait, elle a voulu, et elle le dit encore ce jour-là, on a une vidéo qui la montre en disant « je vais le faire foutre en prison grâce à ça », et elle se réjouit déjà, on va le neutraliser, on va être enfin débarrassé du vil cancre-là. Quand on sait qu'au fond, il y a des vidéos, il y a énormément de vidéos qui ont été libérées, et où on se rend compte qu'en fait, c'est une visite, en tout cas dans le Capitole, les policiers... Visite guidée. il guide le gars qui ressemble à un bison là, avec ses énormes cornes, là, le chaman, il le guide à travers les bureaux, il le regarde en souriant s'installer sur le siège du président, etc. Mais à aucun moment, il y a la moindre violence ou quoi que ce soit de ce genre. Le gars, il a passé quelques mois en prison, ils ont quand même dû le relâcher, parce qu'effectivement, il n'y avait absolument pas l'ombre d'une violence. Il arrivait là en touriste, habillé un peu étrangement, mais... Enfin, vous savez, les touristes américains, ils ne sont pas toujours habillés de manière très reluisante quand ils font du tourisme. Et donc, par contre, ça leur permet complètement de passer sous perte et profit les grâces de M. Biden. Quand lui gracie le soir avant Anthony Fauci, avec tout ce qu'il a commis au niveau des vaccins, et bien d'autres encore. Une grâce préventive. Une grâce préventive depuis 2014. Alors, c'est encore le type de grâce. Donc, il a prononcé énormément de grâce à sa famille. Il a gracié tout ce qu'il pouvait dans son entourage. Et comme vous le dites, de manière préventive, parce qu'il n'y a rien pour le moment, il n'y a aucune procédure qui a été ouverte contre ces gens-là. Et je ne sais même pas si juridiquement ça va tenir, parce que ça me semble un peu étonnant. D'ailleurs, le procureur de la commerce s'appelle, il est en train de se dire non, mais là, il y a certaines procédures qui vont avoir lieu, on ne discute même pas, et il veut peut-être les attaquer devant le droit international. Et donc ça serait évidemment contourner le problème, parce que ça ne protège pas du droit international. Non. Cette manière de faire, ce procédé, alors que Biden, lui, avait juré par tous les dieux que jamais il ne gracierait son fils. Parce que c'est vrai qu'avec la charge qu'il y a dans l'ordinateur de Hunter Biden, on peut le mettre en prison pour 150 ans. Mais non, il jurerait que jamais il ne ferait ça. Et vous voyez, c'est ce qui est réjouissant avec Trump, d'une certaine manière, on peut l'aimer ou pas, mais c'est un type qui fait ce qu'il dit. C'était déjà la première fois, il avait scandalisé tout le monde parce qu'il essayait de faire ce qu'il disait. Il avait été fortement empêché de le faire. Il avait tenté la première fois, il n'avait pas l'expérience, il n'avait pas non plus un tel cumul de pouvoir que cette fois-ci, mais là maintenant il a ce cumul de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait le premier jour? On a signé les décrets les uns après les autres, il décortique tout ce que l'autre a essayé de bricoler, et il est en train de réaliser réellement tous ces points. Vous pouvez suivre point par point ce qu'il avait promis qu'il ferait le premier jour. Il s'est assis et pendant des heures, il a signé et il a fait. C'est réjouissant, mais on est tellement plus habitué à un politicien qui fait ce qu'il dit. Oui. Il fasse ce qu'il dit, c'est pas possible. Je veux dire, c'est plus un politicien. Non, Trump n'est pas un politicien à la base. C'est un homme qui a fait fortune ailleurs, qui a su montrer qu'il sait calculer, qu'il sait monter des projets, qu'il est efficace, que c'est un homme d'affaires qui sait y faire. Et donc, quand quelqu'un a été successful, comme ils disent les Américains, quand il a eu du succès dans le domaine privé, ça me rassure un peu pour le domaine public. Par contre, quand vous avez une Kamala Harris qui arrive à mettre dans la fouille, comme on dit chez nous, 1,5 milliard, bon, c'était toute la campagne des démocrates, c'était peut-être 800-900 millions, mais c'est quand même 3 fois plus, 2 à 3 fois plus que Trump, qu'elle arrive à faire partir en fumée 800 millions à 1 milliard, et qu'elle dit qu'elle va savoir gérer les finances américaines surendettées, j'ai comme un gros doute. Donc je me dis, heureusement, on a échappé au pire, parce que
qu'est-ce que ça aurait donné? Non, mais plus j'avance, plus je me dis, c'était vraiment l'élection du siècle. Non, je veux dire des siècles passés. C'est une élection qui était extrêmement importante en tous les cas pour les États-Unis. Et là, les Américains, pour une fois, ils ont vraiment vu juste et ils sont sortis de cette éternelle, ces familles, toutes, si on veut, un peu à la botte du Deep State, qu'elles soient républicaines par les clans Bush, c'était aussi la même chose, hein, Clinton d'un autre côté, Obama et consorts, c'est tous ces clans, qui soient démocrates ou républicains, étaient à la botte de cet État dans l'État dont avertissait déjà Eisenhower. Et là, on a un type, lui, il semble effectivement, même si certains essaient de trouver qu'il fait partie de je ne sais quel, et qu'il est quand même, il fait partie du problème, et il est quand même sous la coupe de Deep State et tout ça, moi, j'ai pas l'impression, parce que même son comportement face à Netanyahou était quand même assez clair. Mais voilà, un homme qui dit « je vais faire cela, je vous le promets », et qui tient sa promesse. Waouh, ça au XXIe siècle, je veux dire, on revient des fondamentaux, là, c'est assez réjouissant. Je te trouve un petit peu dur, Oscar, avec le peuple américain, en disant pour une fois, il ne s'est pas trompé. Je trouve que le peuple américain, il a beaucoup de mérite d'avoir, contrairement, tiens, par exemple, aux Français, on nous serine peut-être à juste titre qu'en 2017, l'élection a été volée, mais enfin, c'était quand même encore les Français qui votaient, et Fillon a pu aller au bout de sa campagne. Et ce qui s'est précipité au deuxième tour, d'ailleurs, pour appeler à voter pour celui qui était à l'origine de ces soucis, ou en tout cas l'élève de celui qui était à l'origine de ces soucis, c'est-à-dire Hollande. Il a appelé à voter Macron. Les Français, eh bien, n'ont guère tenu pour deux petites chemisettes ou deux vestes et un petit rapport à 10 000 balles pour son épouse. Quand on voit ce qui a été fait à Trump, tout a été tenté. On a cherché à le salir par tous les moyens, et que les Américains ont quand même voté, eux, et c'était autre chose que ce dont était accusé Trump, que Fillon, eux, bah, ils sont allés au bout. C'est cette envie, moi, ce que je trouve extraordinaire. De même que c'est le mot conspiracy, hein, conspirationniste, là, dont l'horrible petit Rudi Reichstadt a fait oui, watch ou je ne sais quoi, là. Eh bien, c'est un terme américain. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a des informations alternatives aux États-Unis et qu'il y a plein d'Américains qui ne croient pas une seconde ce qu'on leur raconte. Je trouve qu'ils ont des leçons à nous donner, et que le peuple américain aujourd'hui a des leçons à nous donner en termes de, c'est ce que disait Guy Lui, je le répète à chaque fois, cette working class qui ne veut pas mourir aux États-Unis, ce peuple américain. Oui, tu as raison. Dans les élections précédentes, il faut dire aussi que les Volé. Américains votaient pour le choix qu'il leur est proposé. Et c'est toujours le choix entre si on veut, le gris clair et le gris foncé. Donc, c'est jamais vraiment du noir-blanc. Ici, c'était du noir-blanc. Là, c'était vraiment un choix de société. Est-ce que vous voulez continuer dans le wokisme? Est-ce que vous voulez continuer dans cette invasion migratoire qui est hors contrôle? Est-ce que vous voulez continuer à défendre des modes de vie qui sont très minoritaires, qui évidemment peuvent être pratiqués, mais qui ne doivent pas devenir dominants et écraser, si on veut, tout le débat public? Ou est-ce que vous voulez retrouver une certaine liberté, un certain bon sens, et revenir à une gestion publique qui sont un peu plus proches des réalités? Bon, le peuple américain a bien répondu. Maintenant, les mécanismes électoraux, c'est pas le même système, c'est pas la même population. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En France, ça a été pris en otage. C'est pris en otage par des multiples mécanismes, parce qu'on a mis plein de garde-fous pour que ce soit toujours ceux qui sont adoubés par le système qui sont élus. Et c'est ce qui fait Macron. Macron, c'est une construction dans un paysage qui se dit démocratique, mais qui ne l'est plus du tout. Alors maintenant, il est en train d'essayer de former une armée française pour aller intervenir en Ukraine. Non, c'est risible. Tu as des informations là-dessus précises? Bah, ça se précise parce qu'il le dit lui-même. Il y aurait effectivement en tout cas des troupes qui sont préparées. Bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je pense qu'il est quand même en train de préparer, mais pour le moment, c'est de dire, oui, s'il y a un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, alors on y enverra des troupes européennes. Il faut que la France soit prête et que l'Europe soit prête à prendre le relais, etc. Bon, c'est clair que les Américains vont foutre personne sur le terrain, ça c'est sûr. Donc c'est les Européens qui vont s'y coller, mais il y a juste un problème. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Enfin,
Et comment veulent-ils... Attendez, ils sont en train de confondre Israël et la Russie. Je sais pas, vous prenez une map monde, vous regardez Israël, vous regardez la Russie, et éventuellement, vous comprenez la différence. Est-ce que vous entendez parler, par exemple, de profondeur stratégique, n'est-ce pas? Vous avez essayé de regarder combien la Russie est indépendante du monde, quand elle s'est rendue indépendante de l'économie mondiale et qu'elle travaille maintenant de plus en plus en autarcie et en collaboration avec des alliés bah, qui ne peuvent pas la lâcher parce qu'elle aussi ne peut pas les lâcher. C'est-à-dire entre les Chinois et les Russes, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On peut les aimer ou pas, mais l'un ne peut pas lâcher l'autre parce qu'ils ont un ennemi commun et qu'ils savent que si l'un des deux lâche, le suivant sur la liste, c'est l'autre. Donc, ils vont se tenir jusqu'au bout, comme la corde le pendu. C'est comme ça. Et donc, quand on voit cela, les matières premières qu'a la Russie, une économie qui tourne à plein régime, actuellement, les chiffres de la croissance russe sont réjouissants et on prédit une croissance alors que l'Europe est en récession. C'est la 3e année. Les Allemands, ils sont même en train de se désindustrialiser complètement. C'est la ruine. D'ailleurs, Alice Weidel le dit. Elle le dit, non mais on est en train d'aller vers le mur. Elon Musk a raison, ce sera Weidel ou l'apocalypse, la Götterdämmerung. Les Allemands sont tellement friands de Götterdämmerung, on a vu ça en Berlin en 1945. Donc c'est pas possible, ce genre de choses. Donc comment peut-on comparer les deux? Aller forcer Netanyahou, qui est en plus disputé à l'intérieur de son pays, parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Il est coincé entre l'extrême droite religieuse, hein, avec Ben Gvir et Smotrich, et puis de l'autre côté, l'opposition libérale, et il est obligé déjà de faire de l'équilibrisme là, parce qu'il a plein de procès qui lui pendonnaient, donc il est lui-même fragilisé, il n'a pas réussi à avancer ni comme il le voulait à Gaza, ni au sud Liban, contre le Hezbollah, ils sont toujours là, hein. Et puis tout cet entourage hostile qu'il a, avec un Iran qui est inexpugnable. C'est une énorme forteresse, l'Iran, avec quand même, je crois, quelque chose comme 80 millions d'individus. Et c'est un paysage extrêmement montagneux et une armée c'est des Perses. Ce n'est pas des Arabes, c'est des Perses en plus, avec une toute autre conception et tradition humaine et militaire et autres. Donc, ça, c'est une situation où il était assez facile de mettre pression. Parce que surtout que les Israéliens sont totalement dépendants des Américains pour faire la guerre. Les Russes sont dépendants de qui pour faire la guerre? Personne. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors on nous dit, ah oui, heureusement qu'ils ont les Nord-Coréens. Non mais il faut arrêter de merveiller. Ils n'ont même pas besoin des Nord-Coréens. C'est risible. D'ailleurs, on cherche toujours. Ils nous servent de temps en temps le cadavre d'un bourriat pour dire qu'il y a des Nord-Coréens à course. Franchement, j'en comprends vu. Hein. Donc c'est très douteux tout ça. Les Russes, eux, ils ont cette profondeur. Ils ont le temps et l'espace. Je vous rappelle Kutuzov. Je rappelle comment ils ont baladé Napoléon pendant 5 semaines, 5 longues semaines qui auraient permis à la Grande Armée de se retirer sans trop de dégâts. Et non, ils l'ont baladé parce que Napoléon, il croyait qu'il suffisait d'être assis à Moscou et de préserver la Jérusalem de l'Est dans sa magnanimité, et puis que de toute façon, le tsar Alexandre allait venir signer le contrat qu'on lui dicterait. Ce qu'il n'a pas pensé, c'est que c'est les Russes qui foutraient le feu eux-mêmes à leur ville, que c'est eux-mêmes qui incendieraient, qui sacrifieraient la Jérusalem de l'Est pour faire décamper l'envahisseur. Et ça, il ne l'a pas vu venir. Et donc les Russes, ils sont comme ça. Et vous connaissez beaucoup de gens qui foutent le feu eux-mêmes à leur capitale pour sauver le pays. J'en connais pas beaucoup. Alors, non. Quand on a affaire à des gens qui ont ce type de psychologie et de collective, hein, d'organisation interne et de mentalité, mais c'est bon, faites la paix le plus vite possible. Alors, Kellogg, ben ouais, c'est des céréales tous les matins, mais j'ai l'impression que tant que les Américains croiront, et Trump, il faut qu'il change d'avis, tant qu'ils croient qu'ils tiennent le couteau par le manche, ça ne va rien donner. Et ils vont pouvoir effectivement signer un accord de paix, mais c'est une paix globale, durable, dans un cadre assez large, et c'est ça que les Russes demandent. Ils ne voudront pas d'un Minsk 3. C'est impensable qu'ils acceptent. S'ils acceptent ça, alors là, je suis vraiment étonné à quel point ils dérivent alors complètement par rapport à leur tradition.
Donc, c'est pas imaginable qu'ils acceptent un tel pis-aller, parce que c'est pour se retrouver dans la même problématique 10 ans plus tard et de recommencer tout ce merdier. Non, ce coup-ci, ils veulent régler ça définitivement. Et étonnamment, hier, je prends en main j'ai un quotidien du canton ici, de la partie allemande où j'écris des rubriques toutes les semaines, et je lis un article sur la situation de la guerre en Ukraine. Et il y a les articles que j'ai lus, donc le grand article sur la situation, plus un éditorial d'un spécialiste. Ah, mais je vous informe, parce que moi j'ai été informé hier, je ne savais pas, mais la Russie est aux abois. La Russie se trouve comme les Allemands juste avant la chute du mur de Berlin. Leur économie va très 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 mal. Ils sont proches de la faillite. Par contre, alors, le portrait qui est brossé de l'Ukraine, il faut juste qu'elle tienne encore 6 mois, puis après elle est sauvée. Dans 6 mois, elle aura la plus grande progression économique, la plus grande croissance qu'on ait jamais vue. Et puis, elle aura une armée d'une puissance extraordinaire. Elle va reprendre tous les territoires. Non, mais et ils font des éoliennes. Un iolu, comme disent chez nous les Vaudois, un iolu qui réussit de nous faire croire des sornettes pareilles à cet état-là de la guerre, à ce moment-là de la guerre. C'est vraiment... mais ne pas avoir les yeux en face des trous, donc, et ne pas connaître les belligérants en présence. Mais ça a été le cas depuis le début, depuis la fameuse phrase de Le Maire, dans 3 mois, la Russie est économiquement à genoux. Et je vous jure, les gens, tout le monde croyait ça autour de moi. J'étais le seul à dire, oups, faites attention, c'est peut-être pas juste ce que vous croyez la Russie. J'y étais, je les connais, j'ai des amis là-bas, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et ben, pour le moment, le temps m'a donné raison. Maintenant, les Russes, ils font la guerre à leur manière. C'est encore quelque chose que l'Occident ne peut pas comprendre. Les généraux de l'OTAN sont habitués à des guerres asymétriques où ça va assez vite, par des opérations choc. On arrive, on intervient rapidement, paf, on gagne et on repart. Hein, c'est du Colvézi. Donc c'est ça, ce à quoi est habitué l'OTAN. Et ici, on a affaire à une machine a grinding machine, comme dit le colonel McGregor, c'est une machine qui broie tout ce qu'elle a sur son chemin. Ils sont en train de broyer tranquillement. Les autres, ils livrent. Oh, ils broient. Je livre, tu broies. Ça, c'est un peu la chenille avec les feuilles mortes l'automne. Hein. Donc, les feuilles mortes, c'est les armements extraordinaires de l'OTAN dont on a vu sur le terrain. Ça va aller. Donc, ça peut prolonger la guerre, ça peut faire ce que ça veut, mais ça coûte extrêmement cher à l'Occident. Et ça ne permet, en plus, ça fait sacrifier d'un nombre incalculable de jeunes Ukrainiens pour une guerre complètement absurde et stupide qu'on aurait pu arrêter dans les premières semaines, mais que c'est l'Occident qui n'a pas voulu arrêter. C'est pas Poutine. Il a proposé de multiples fois. Voilà la paix, mais par contre, excusez-moi, votre guerre que vous m'imposez là, elle dure de plus en plus longtemps et elle me coûte de plus en plus cher. Donc, il faudra bien que j'y trouve mon compte. Donc, je vais plus prendre que deux provinces, j'en prendrai 4. Et puis maintenant, je pense que la prochaine fois, ils vont encore vouloir prendre Kharkov avec, ou Odessa, je ne sais quoi. À chaque fois, ils demandera plus. Et puis c'est normal, je veux dire, c'est avant qu'il fallait discuter, on aurait pu. Et quand Trump il dit, moi, cette guerre, elle n'aurait jamais eu lieu, oui, je pense que si Trump avait été aux commandes, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Mais maintenant, c'est comme ça. Lui doit faire juste attention à une chose, c'est qu'il ne s'enlise pas là-bas, qu'ils ne permettent pas finalement aux démocrates de réussir ce qui était leur intention, de passer le mauvais moment. On va dire, ah, regardez, voilà, il a lâché les Ukrainiens, c'est à cause de lui qu'ils ont perdu la guerre, etc., etc. Mais il doit passer par là pour assez rapidement évoluer vers autre chose. On a vu que la plupart des décrets qu'il a signés le premier jour concernent la politique intérieure américaine. Et c'est ça, le champ de bataille sur lequel il va gagner les prochaines élections, enfin pas les siennes, celle de J.D. Vance, qui sera vraisemblablement son successeur, c'est pas sûr, mais on peut l'imaginer. Tu tires un peu des plans sur la comète, là. Oui, bon, on ne sait pas, mais il me semble avoir le format, on verra. Parce que les autres ont le temps pour eux. Le Deep State, il va quand même pas. Alors, Musk veut l'éradiquer d'ailleurs, ce Deep State. Est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que c'est un des problèmes. C'est-à-dire que je le vois bien, et en Europe, ils veulent faire la même chose avec une sorte de citadelle et accélérer encore
l'intégration européenne, mais aux États-Unis, ils doivent se dire, bon, on va faire la même chose que la dernière fois, en 2016, on va l'user, on a les médias avec nous, on va relever le moindre détail, on va le monter en épingle, et Ouais, comme ça, dans 4 ans, il sera rincé. lui, Trump sera rincé, mais il ne doit plus se présenter. Donc, pour lui, c'est bon. Il a les coups des franches, il ne doit plus être réélu. Il est à un âge de la vie où il peut oser faire ce dont l'Amérique a besoin, donc vraiment se mettre au service de son peuple, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, s'il gagne sur le front intérieur, et c'est ça le front qui sera déterminant, c'est là que se gagne une élection. S'il arrive à effectivement faire baisser l'inflation, à redonner du pouvoir d'achat aux Américains, à faire couler de nouveau les hydrocarbures de manière correcte, à faire baisser donc les prix de l'énergie, etc., etc. S'il arrive réellement à assainir tout ça, et puis à éliminer pas mal de ces cancres-là qui tournent là, dans le swamp, comme ils appellent ce marais, moi je pense que son successeur aura vraiment la voie libre pour être pour maintenir ce siège aux Républicains. Mais ça se jouera sur le front intérieur. Et il ne faut pas qu'il se laisse enliser dans un front extérieur. C'est ça qui use, qui a usé Johnson, qui a usé d'autres présidents avant lui. C'est une guerre, la guerre du Vietnam, etc. C'est ça qui fait perdre des élections. Et il le sait. Il en a conscience, mais par ailleurs, il y a la crise de l'Occident, il y a la crise de la dette, il y a la crise financière qui guette. Et là, il pourrait être emporté comme les autres. Oui, ça menace, mais il a les instruments économiques pour s'en sortir. Il suffit simplement qu'il se concentre, qu'il concentre toutes les énergies. C'est une question de focalisation. Je concentre mes énergies sur ce qui est important. S'il considère, effectivement, il a commencé avec Xi Jinping, s'il considère que les Chinois, même s'il faut être dur avec en affaires, parce qu'ils sont durs les Chinois en affaires, d'accord, oui. Il faut être dur aussi en retour. Il faut être dur, mais correct. S'il est un adversaire fiable, il a besoin d'être un ami. Eh bien, ça sera bénéfique pour les Chinois et pour les Américains en même temps, et pour les Russes, s'ils arrivent à s'entendre en se disant, bon, arrêtons de nous faire la guerre, faisons des affaires, et puis on garde nos lignes de démarcation, et puis on ne va pas empiéter sur le territoire de l'autre, ben, ça pourrait donner quelque chose qui soit plutôt générateur d'une économie en progression. Donc, même pour l'Europe. Alors l'Europe, là, non mais là, alors là, il faut venir au dernier discours de Zelensky. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Quand Zelensky dit dans son discours à Davos, c'est en Suisse, hélas, et il dit à l'Assemblée, il dit aux Européens dans la salle, écoutez, est-ce que vous avez besoin des Américains? Ouais, oui, évidemment, ils ont besoin des Américains. Mais est-ce que les Américains ont besoin de vous? Ben non, qu'il leur fait. Ils n'ont pas besoin de vous. Donc, il est en train de semer la zizanie entre mais ce qu'il dit là est fondamentalement vrai. Pour une fois que ce type, il dit quelque chose de vrai, je crois que c'était quand même intéressant de le relever. Moi, j'ai presque avalé mon café de travers. Je dis, oh, c'est pas possible. Il dit un truc intelligent, le gars. Ah oui, c'est vrai. Alors, les Américains n'ont pas besoin des Européens, mais les Européens ont besoin des Américains. Parce qu'ils feraient quoi sinon? Alors, attention, ils ont besoin des Américains tant que Zelensky leur fait avaler ses sornettes. Comme quoi, c'est grâce à lui qu'ils vont sauver la démocratie, qu'ils vont sauver l'Europe, et puis que les Russes, ils sont le couteau entre les dents comme Taras Bulba, et puis qu'ils attendent qu'une chose, c'est de venir égorger les enfants européens et puis violer leurs femmes, ce qui n'est absolument, mais à aucun moment vrai. C'est un mensonge. C'est toujours ces mythes d'agression extérieure qui sont fomentés par une nation qui est aux abois ou par un groupe de nations comme l'Europe, là maintenant, qui a besoin d'un ennemi extérieur. Et le Russe se prête bien. C'est l'ennemi traditionnel, surtout des Britanniques. On sait combien les Britanniques et les Russes se sont affrontés au XIXe siècle pour l'Afghanistan, en Crimée, etc., etc. Combien de fois et ça a clashé. Et donc ça, c'est resté. Alors, tant qu'ils croient à Zelensky et ses bobards, oui, alors ils sont dépendants des Américains, c'est vrai. Zelensky a raison. Mais il y aurait une solution. Et c'est là où Elon Musk il intervient. Parce que lui, il intervient au niveau de l'économie globale. Et il dit, attendez, Alice Weidel va sauver l'Allemagne. Parce qu'est-ce qu'elle dit, Alice Weidel? Non, mais il faut sortir de l'euro. Il faut remettre en marche Nord Stream 2. Il faut rétablir des relations plus ou moins civiles avec
avec la Russie, et puis il faut faire refonctionner cette industrie allemande, sinon on est mort. Voilà ce qu'il dit. C'est elle qui va sauver l'Allemagne. Et je veux dire, vous prenez le programme, et c'est le seul parti qui réellement a ce programme. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.